Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes encore avec l'émission que vous aimez tant, l'émission que vous regardez partout à travers le monde. Ici c'est la qualité, ici c'est l'excellence. Nous sommes contre la médiocrité, c'est vraiment l'excellence. Nous sommes avec, à ma gauche, c'est monsieur, c'est docteur Poula. Avec lui, on va essayer de parler Congo. Et puis à ma droite, c'est monsieur Ekoumani Witch. Bonjour, docteur Poula. Bonjour, pasteur. Comment vous portez? Je me porte bien. Bonjour, Ekoumani Witch. Bonjour, pasteur Bobo. Je vous remercie de nous recevoir aujourd'hui et je profite de l'occasion pour saluer tous les compatriotes congolaises et congolais. Merci. Avant de commencer, j'ai commencé par rapport directement par rapport à j'ai deux questions à vous poser, deux petites questions. Peut-être, Ekoumani Witch, ça serait un peu l'histoire. Et docteur Poula, ça serait un peu politique. On peut commencer par l'histoire. L'histoire d'Australie, aujourd'hui, moins de 1% des aborigènes. Quand on arrive à l'Australie, on voit la population blanche. C'est un peu de nous expliquer par rapport à l'histoire. Au fait, pasteur Bobo, moi je me réjouis aujourd'hui que petit à petit, il y a une émergence de la vraie histoire de l'humanité. L'histoire a commencé en Afrique, pasteur Bobo. En Afrique du Grand Lac. C'est là que les hommes ont apparu pour la première fois. Et ils ont bâti une grande civilisation. Je vous rappelle, vous le savez, en 2000 ans avant l'ère du poisson, avant l'ère du Christ, les Belges ont découvert l'os du Shango, qui est source des mathématiques. Donc les mathématiques aujourd'hui, la logique de l'univers, c'est nous les Noirs qui avons découvert ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé aux alentours de 37 000 ans, 15 000 ans, donc 15 000 ans avant Jésus-Christ, il y a eu un cataclysme à l'échelle internationale. Et ce cataclysme a fait fondre le plaque tectonique. Parce que les secs étaient au même endroit. Et c'est comme ça que les Australiens se sont déplacés, l'Amérique... Donc l'Australie est liée à l'Afrique? Tout était au même endroit. Et à 22 000 ans avant Jésus-Christ, il y a ce cataclysme qui s'est produit. Il y a eu un fissuré des plaques tectoniques. Et c'est là, pour la première fois, que les continents se sont apparus. Mais il y a eu beaucoup de morts d'hommes à ce cataclysme-là. Et ceux qui ont survécu, c'était des Noirs. Et vous allez voir, au niveau de l'Europe, il y a eu 200 ans d'hivernation. 200 ans où il y a eu un changement climatique suite à ces cataclysmes et l'humain était obligé de s'adapter. On va y revenir peut-être une émission complète, mais ici, on parle du 19e siècle. Les Européens arrivent en Australie, ils voient des Noirs là-bas, et on commence à les tuer. Il faut tuer, jusqu'à exterminer. Essayez de nous expliquer ce phénomène. Ça, je ne vais pas en parler parce que sinon je vais précéder les docteurs, justement, dans les catégories du progrès. Docteur, on va en parler. On a préparé l'émission. C'était prévu. Vous allez voir, il y a différents types de civilisations. Il y a des civilisations, quand vous rencontrez des gens, vous les respectez, vous conjuguez avec eux, vous apportez votre humanisme, un peu ce que l'Égypte a fait. On a apporté la civilisation, on a apporté la science, etc. Et il y a d'autres, quand ils viennent chez vous, ils viennent en terre conquise. Il y a des types de civilisations comme ça que je mérite que les docteurs en parlent parce qu'il va justement vous parler de ça. Comme ça, vous allez cerner un peu ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui se passe chez nous, quels sont les peuples qui font ça dans l'histoire. Parce que quand on voit des événements actuels, pour mieux les comprendre, il faut avoir une lecture historique. Si vous avez une lecture historique, vous saurez comprendre à ces peuples-là, on doit faire très attention parce qu'ils ont tel gène, il y a ceci, il y a cela, ça. On va y revenir, merci beaucoup, docteur Poula. Combien de fois nous allons négocier il y a encore sous coulisses des négociations qui se préparent. Kabila qui devait partir, le président Kabila devait partir en 2016.
aujourd'hui, nous tendons vers fin 2018, mais il y a encore des négociations. Expliquez-nous, vous qui étiez à Soul City, vous connaissez quand même c'est quoi les négociations? Non, pasteur, je voudrais d'abord répondre à cette question que vous avez posée à Ecoumani de façon très brève, en m'inspirant du livre de Cheikh Anta Diop, Civilisation ou barbarie. Dans ce livre, Cheikh Anta Diop parle de la formation, de la façon dont 4 types d'États se sont formés. Le premier type, c'est le type africain, donc la social-démocratie africaine, cette société égalitaire où personne ne mourrait de faim. Deuxième type, c'est la société qui a dû s'organiser sous forme défensive pour résister contre les envahisseurs, les occupants. La forme défensive. Troisième type, c'est le type athénien. Il s'agit de personnes qui sont arrivées les premiers sur un territoire et qui se sont formés en classe. La classe des premiers arrivants se sont appelés citoyens et les autres les prolétaires, les esclaves. Hein? Ils ont commencé à s'exploiter. Les premiers occupants ont commencé à exploiter les prolétaires. Hein? C'est la société où vous trouvez la lutte des classes. C'est le type athénien. Le quatrième type, et alors c'est là ce qui correspond à votre question, il ne s'agit pas seulement de ce qui s'est passé en Australie, il s'agit même de ce qui se passe au Congo actuellement et ce qui s'est passé sur d'autres continents. C'est-à-dire, il s'agit des peuples, et Cheikh Anta Diop utilise le mot de Marx, les peuples dont la superstructure idéologique, c'est-à-dire le fondement même de leur vision, est expansionniste, donc occuper le plus de terres possible, de territoires possibles, et colonialiste, tyrannique, et Cheikh Anta Diop ajoute le mot génocidaire. Et il parle de deux exemples de ce système-là. Son livre a été publié en 1981. Il parle du type spartiate et du type Tutsi. Ceux qui pensent que je suis en train de raconter des choses peuvent aller voir dans ce livre-là. Le mot Tutsi et spartiate se trouve dans le livre de Cheikh Anta Diop, Civilisation ou barbarie, et il dit ceci. Ces peuples-là arrivent quelque part, ils dominent, ils envahissent, ils occupent le terrain sous plusieurs stratégies, et c'est une superstructure génocidaire. Ils commencent à massacrer. Ils ne se confondent pas avec les populations locales. Ils commencent à les massacrer. Et si ces populations-là ne résistent pas suffisamment à ces populations-là, seront réduites à néant, et ce sont les occupants qui vont devenir propriétaires du territoire, du sol, du sous-sol et des richesses
ces pays. Un petit mot par rapport à la politique, avant que je vous laisse la parole. Un petit mot par rapport à la politique. Combien de négociations vous étiez à Sun City? Jusqu'à aujourd'hui, Kabila a été fait partie de 2016, mais il faut encore négocier. D'autres disent élections, mais on propose des élections. Il faut des négociations. Il faut négocier jusqu'au... Non, pasteur, les choses doivent être très claires à ce niveau-là. Et aujourd'hui, notre langage, notre attitude doit devenir plus claire que jamais par rapport à l'opposition et par rapport au pouvoir d'occupation. L'occupation, ceux qui se disent leaders de l'opposition. Il y a une trahison claire et distincte de ceux qui se disent leaders de l'opposition par rapport au pouvoir d'occupation. Nous étions à Sun City. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails. Nous avions conclu l'accord global inclusif. L'accord de Lusaka qui demandait la cessation des hostilités et l'organisation du dialogue intercongolais n'avait imposé aucune institution, aucun dirigeant pour ceux qui allaient se réunir au dialogue intercongolais. Ce sont les délégués qui devaient se choisir librement les institutions et les gestionnaires. Et, pasteur, je dois vous parler ici de mon amertume, de ma tristesse, de ma déception par rapport à l'irresponsabilité, l'inconscience, l'absence de patriotisme de nos compatriotes face à des antivaleurs, donc la corruption, les promesses de postes ministériels, la cupidité, le gain facile d'argent. Donc, pardon. Vous savez que ce dialogue s'est terminé sans que nous n'ayons pris une décision sur les gestionnaires de la transition. C'est un communiqué qui est sorti dès que nous avons signé l'accord global inclusif. C'est un communiqué qui nous a été transmis très tôt le matin, signé par le gouvernement belge, français et britannique, qui félicitait les délégués d'avoir pu aboutir à un accord global inclusif et qui nous félicitait d'avoir accepté de gérer la transition sous la présidence de Joseph Kabila. Alors que ce problème n'avait pas encore été traité dans les commissions ou en plénière. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Pendant que nous étions en train de nous étonner, et nous avons vu d'autres compatriotes, puisque l'argent avait abondamment circulé la nuit, nous avons vu d'autres compatriotes sauter des gens. Oh, vive le raïs! Vive le raïs! Et ils ont dit à Ponabiso dialogue et Sili. Et ils se sont précipités vers leur chambre pour aller apprêter leurs bagages. Et ils sont sortis. Ils ont demandé que les bus les amènent à l'aéroport. Vous voyez comment le monsieur qui est là a pu continuer à être président de la République de notre pays après le dialogue. Puisqu'il y a certains compatriotes qui pensent que c'est au dialogue que nous l'avions plébiscité. Et il n'avait pas mis ses pieds au dialogue. Il a été plébiscité de cette façon-là par les Congolais. Personne n'avait pris cette décision, ne nous avait imposé cette décision avec les armes ou les fusils sur les tempes. Personne. Les Congolais eux-mêmes. C'est vraiment triste. Bon, mais là j'arrive, pardon, je voudrais arriver, puisqu'il ne faut plus jouer au cache-cache avec ceux qui sont... C'est juste l'introduction, j'ai voulu savoir. Si, je termine par là. Tous ceux qui parlent de négociation,
des élections. On ne peut pas dire qu'ils en parlent par ignorance de quoi que ce soit. Ce sont des complices, ce sont des traîtres de l'occupation étrangère de notre pays. Dans aucun pays au monde, on a négocié avec un brigand qui entre dans votre maison, avec les armes, qui commencent à tuer les fils du pays, à jeter leurs cadavres dans des fosses communes, à violer les bébés, les filles, les mamans, à détruire leurs organes génitaux pour réduire le taux de natalité de ce peuple-là. Il commence à piller la maison. Où est-ce qu'on peut commencer à négocier avec ce monsieur-là? On résiste. On résiste. Et les Vietnamiens nous ont démontré, face à l'armée française, soit à l'armée américaine, que la résistance, la détermination, l'unité d'un peuple finissent toujours par l'emporter face à ces deux armées qui étaient très, très puissantes. En Afghanistan, c'est arrivé avec l'armée. Merci beaucoup, docteur. Non, c'est un problème d'actualité. Vous allez en parler. C'est un problème d'actualité. Nous, notre position est très claire. Nous ne sommes ni avec l'opposition, ni avec le pouvoir d'occupation. Nous demandons à notre peuple, qui lui est éveillé, puisque le peuple, en 2006, avait surnommé Mbemba Wanamboka. Et en 2011, le peuple avait dit à Etienne Tshisekedi, Yachichi Zongisaye na Rwanda. Ce sont les leaders de l'opposition qui sont en train de trahir la patrie et le peuple. Merci beaucoup. Je vous laisse parole. Oui, vous permettez pour... vous savez, Pasteur Bobo, c'est un problème spirituel. Quand vous observez la classe politique aujourd'hui, je prends mon manteau pastoral. Nous avons dit la fois passée qu'une personne humaine, c'est un être humain qui se pose dans la société pour s'offrir aux autres. Donc il y a tout un travail initiatique qui se fait pour que les conditions soient remplies pour que cet être humain devienne une personne humaine. Donc il y a un travail spirituel où on l'enseigne de vertu, l'altruisme, la sincérité, etc. Mais quand il n'y a pas ce travail-là, et pour que ce travail-là se fasse, il faut que cette plante soit plantée dans ses racines. Quand vous n'êtes pas dans vos racines, et quand vous ne savez pas le but de l'existence sur Terre, on en arrive à des choses comme ça. On arrive à des politiciens comme ça. Donc le travail, on doit prendre conscience, mes chers compatriotes, que chacun de nous doit faire un travail sur soi-même. Comprendre ce que c'est qu'un être humain. Parce que ce qui se passe au Congo, ce n'est plus de l'humanité. Nous sommes un peuple esclavagisé. Pourquoi? Parce que c'est au niveau mental, dans le mental du Congolais, dans le mental du politique congolais, c'est l'individu, l'individualisme. C'est quelqu'un qui s'oppose pour s'opposer aux autres, et s'opposant aux autres, il va même jusqu'à trahir ses propres racines. Donc, moi, en tant qu'homme spirituel, j'ai dit tout ça, c'est parce que les Congolais ne sont pas enracinés dans leur terreau, et ils ne savent pas le but de l'existence. Nous devenons des profiteurs, on profite, la politique devient un mangeoire, le travail, ce n'est plus une adoration pour éclore des vertus, le travail devient un endroit pour spolier l'autre, et c'est au Congo que ça devient un carrefour de toutes ces antivaleurs. Alors comment on va faire? Pour moi, il faudrait que les Congolais, enfin il y a un travail à court terme, comme le docteur l'a dit, il faudrait que nous puissions débouter ces gens, installer un gouvernement responsable, etc., etc. Mais il y a un travail profond, même au niveau de notre peuple, même au niveau de nos leaders, très profond qu'on doit faire. Merci beaucoup, je vous laisse la parole. En tout cas,
Aujourd'hui, ça sera beaucoup plus sur l'introduction, parce qu'on a pris beaucoup de temps, mais c'était aussi très important, c'est que Dr Mpula et Koumandi Woti ont abordé dans l'introduction. C'est très important. Je vous laisse le temps, je vous laisse la parole, on vous suit partout à travers le monde pour introduire le message d'aujourd'hui. Peut-être on va continuer avec ça prochainement. Bon, voilà, nous poursuivons aujourd'hui notre émission de la fois passée. Nous étions arrivés au chapitre de l'état de droit démocratique. Ce chapitre est important, pourquoi? Puisque quand vous demandez, même à ceux qui sont en train de lutter pour le changement, pourquoi ils luttent? Ils vous disent, ah, nous luttons pour l'avènement d'un état de droit. Non, ce n'est pas vrai. Nous luttons pour l'avènement d'un état de droit démocratique. Quelle est la différence entre un état de droit et un état de droit démocratique? Je commence par définir ce que c'est l'État. L'État, dans le sens contemporain du terme, c'est, en premier lieu, c'est le support, le siège, le titulaire du pouvoir. Ce n'est pas un individu. 2. L'État, c'est une institution dotée d'une constitution. 3. L'État, c'est l'arbitre, le régulateur des conflits politiques et sociaux dans une société. 4. L'État, c'est l'expression de la conscience nationale. Quand un pays est attaqué par un autre pays étranger, le peuple va trouver son refuge dans l'État. C'est l'État qui prend la défense de la patrie et du peuple. L'État, c'est le principe de cohérence et de convergence. Dans un pays, vous allez trouver des gens qui ont une même convergence d'idées, d'options, de valeurs, et tout cela est venu de l'État qui transmet cela, qui éduque son peuple. L'État, c'est le principe de hiérarchie. Vous trouvez dans un pays toute une, donc des échelons différents des institutions et des gestionnaires. L'État, c'est le principe de légitimité. Pour qu'un pouvoir soit légitime, il faut que ce pouvoir puisse être accepté au niveau de l'État, etc. Voilà quelques critères qui définissent l'État. Et quand est-ce que cet État devient un État de droit? En peu de mots, c'est quand il y a un territoire, une population et un cadre juridique qui régit toute la population sur ces territoires-là. Mais l'état de droit, mes chers amis, mes chers compatriotes, n'est pas nécessairement un état de droit démocratique. Je vous donne des exemples. Un état de droit colonial, c'est un état où le cadre juridique était conçu, pensé de l'extérieur et imposé au peuple. Un autre exemple que je peux donner, c'est un état de droit dans le système communiste. Vous avez toute une bureaucratie qui conçoit la constitution, les lois du pays et qui impose cela au peuple.
Vous avez un autre type d'État, c'est l'État dans un système tyrannique, hein, militaire, hein, ou de droite, comme on dit, où vous avez une classe déterminée, hein, qui impose ex cathedra, c'est-à-dire d'en haut, la Constitution au peuple. Le peuple n'est qu'un exécutant, un consommateur passif. Vous voyez, l'état de droit n'est pas nécessairement un état de droit démocratique. Un état de droit démocratique, c'est un état où vous trouvez comme première notion, et une notion importante, la souveraineté populaire. C'est-à-dire que le peuple devient la source et le fondement de toute légitimité de pouvoir, de tout exercice du fonctionnement de l'organisation du pouvoir. Alors, avant de développer maintenant quelques critères, quelques propriétés d'un État de droit démocratique, je laisse la parole à M. Ekoumani. Merci, docteur, de ce que vous venez de dire. Vous avez vraiment élevé le débat très haut. Et je vous remercie. Vous savez, moi, je vais toujours aborder cet aspect sous l'angle de la cosmogonie africaine. Je suis d'accord avec le docteur sur les critères qui fondent un État. Il a parlé, entre autres, de la Constitution. Moi, je serai regardant dans cette Constitution que cette Constitution qui va fonder cet État puisse véhiculer la vision du monde selon l'Africain. Parce que qu'est-ce qui se fait à l'heure actuelle? On prend les principes de Montesquieu, hein, les trois pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif. On les sépare et on les juxtapose sans se poser des questions existentielles sur la vision de l'Africain. Je voudrais que dans les Congo de demain, qu'on réfléchisse profondément sur ce que doit être notre État sur le plan de la Constitution. Je donne un exemple. Nous, dans la cosmogonie africaine, l'État aura entre autres pour vocation d'aider à reconstruire la personne humaine. Dans le sens où le docteur l'a parlé l'autre fois. Une personne, un être humain, qui se pose dans la société pour devenir une bénédiction pour sa terre, pour son frère et pour l'humanité. Alors, comment devrions-nous, au niveau de la constitution de notre État, prévoir des institutions qui garantissent ces valeurs, qui garantissent cette vision du monde? Ça, c'est important. La deuxième chose, je vais laisser les docteurs parler, c'est là que peut-être je vais apporter une touche africaine. Au niveau de l'état de droit, il a bien parlé de ça, démocratique, c'est-à-dire un pouvoir exercé par le peuple, par ses représentants, pour le peuple et pour l'intérêt du peuple. Moi, je suis regardant sur une seule chose, la personne humaine. Parce que si ce pouvoir est exercé pour l'intérêt du peuple et que nous sommes dans un environnement individualisé, on va arriver à des contradictions que nous voyons actuellement au niveau de l'Europe, où le peuple choisit des choses qui sont contraires aux valeurs, l'homosexualité, pour ne pas les citer, etc. On commence à légiférer tout et n'importe quoi. Donc, je suis pour un état de droit démocratique, mais dans une perspective de la cosmogonie africaine. Docteur, je prends la parole. Non, mais vous avez parfaitement raison, M. Ekoumani. Vous avez parfaitement raison. J'étais en train de définir l'état de droit démocratique de façon générale. Mais vous allez voir qu'à la fin,
nous allons vous rejoindre. Cet état de droit démocratique, tel que c'est vécu ici en Occident, il y a un expert américain très connu, professeur d'université, Francis Fukuyama, qui a bien décrit et qui a fait l'éloge de l'état de droit démocratique sur tous les autres systèmes rivaux, le nazisme, le fascisme, le féodalisme, l'esclavage, etc. On va en parler, mais qui démontre à la fin que l'état de droit démocratique, tel que c'est conçu et vécu ici en Europe, aboutit à un échec. Son livre est intitulé « La fin de l'histoire et le dernier homme ». Et lui-même ne sait pas très bien expliquer pourquoi cet échec. C'est là où notre vision africaine va trouver son ancrage, va donner la lumière au monde. Et moi, je vous encourage vraiment à continuer à insister beaucoup sur cet aspect négro-africain. Pourquoi? Puisque non seulement c'est là que réside l'espoir du monde, mais cela même qui est à la base de tout ce que le monde a connu comme progrès et civilisation. Il y a quelqu'un qui a dit « Les nègres oublient que ce sont leurs ancêtres qui ont été les plus anciens guides de l'humanité dans la voie du progrès et de la civilisation. » Je suis tellement d'accord avec vous. Et il dit même, c'est Cheikh Anta Diop, hein, il dit même le retour. Moi, je parlerai plutôt de la référence à l'Égypte antique. C'est la condition nécessaire pour nous réconcilier avec l'histoire. Pour bâtir un corps des sciences humaines moderne en Afrique et pour construire notre futur culturel. Et ce n'est pas une délectation morose, ce fait de revenir à l'Égypte antique. Mais non. L'Égypte antique jouera dans notre vie le même rôle que les civilisations gréco-latines ont joué dans la civilisation occidentale. Et pour notre culture, notre civilisation repensée et rénovée, il faut que nous soyons enracinés, que nous nous retrouvions dans nos racines. Pourquoi? Vous ne pouvez pas couper un tronc d'arbre et le planter dans les autres racines et croire qu'il va pousser, surtout si ces racines-là ne sont pas aussi vivifiantes que ses propres racines. C'est un arbre qui va dessécher, qui va dépérir. Et beaucoup d'Africains sont comme ça aujourd'hui. Et même toute l'humanité va à la déperdition, puisque l'humanité s'est basée sur cet état de droit démocratique. L'humanité s'est construite sur cet état de droit démocratique dont nous sommes en train de parler, du type occidental. Alors que cela va aboutir à l'échec. Bon, alors, je poursuis un peu avec d'autres critères d'un état de droit démocratique. J'ai parlé d'abord donc du peuple comme source et fondement de légitimité du pouvoir, de son organisation, son exercice, son fonctionnement,
Un autre critère, c'est la prééminence, le primat des aspirations profondes et légitimes du peuple. Pas des dirigeants. Les dirigeants sont les serviteurs, c'est le peuple. Les aspirations profondes et légitimes du peuple. Un autre critère, c'est la citoyenneté. Le peuple ne peut pas être considéré comme un consommateur passif, un exécutant passif, servile. Mais le peuple doit être considéré comme la fin ultime de tout progrès. Là, j'anticipe déjà pour dire que nous définissons le progrès comme le processus intégré de l'expansion de la jouissance des libertés individuelles et publiques, des droits fondamentaux, civiques, politiques, sociaux, économiques et culturels. La personne humaine doit être l'artisan, le facteur même du progrès et pas l'instrument. Docteur, je voudrais vous poser une question. Avant de vous poser cette question, je vous félicite. Je vous félicite parce que nous, les serviteurs de Dieu, de ces troisième millénaires, nous nous joignons vraiment à vous. Parce que j'ai trouvé que votre discours, vous êtes les seuls qui intègrent cette dimension que d'aucuns appelleront métaphysique, mais ce n'est pas du métaphysique, mais c'est cette superstructure spirituelle qui doit encadrer l'évolution des hommes. Mais j'ai une préoccupation que je voudrais vous poser. Mais avant de vous poser cette préoccupation, j'aimerais un peu vous relater comment est-ce que l'Égypte gérait l'État. C'était un système, du haut de ma papauté, que je peux baptiser la géontocratie, c'est-à-dire le pouvoir des aînés spirituels. Ce n'est pas la géontocratie. Ce n'est pas n'importe qui pouvait gérer l'État, qui pouvait être à la gestion de la cité, parce qu'on était en train de constituer, de former les personnes humaines. Donc il fallait des gens qui sont initiés à la sagesse, au niveau du temple, qui étaient des aînés dans la création, et que le peuple acceptait parce qu'ils avaient confiance en eux, et ils géraient cette société. Est-ce que pensez-vous que l'alimentation d'un état de droit par le règle de la majorité peut aboutir à cet idéal que vous êtes en train de poursuivre? Certainement. Certainement. Et là, je vous donne un exemple bien précis. Dans les institutions que nous prévoyons, si les forces du progrès accèdent au pouvoir dans notre pays, nous aurons entre le chef de l'État, qui sera un serviteur, pas un potentat ou un omniscient, non, entre lui et toutes les institutions qui vont légiférer, qui vont trouver comment gérer l'État. Entre le chef de l'État et toutes les autres institutions, il y aura des institutions suivantes. La première institution, Ecoumani, vous trouverez les chefs des terres. Les chefs des terres, les chefs coutumiers, les sages et les notables. Vous trouverez les chefs spirituels. Ceux dont vous venez de parler là, en Égypte. Vous les trouverez là. Organisés sous forme d'un comité, par exemple, écuménique. Ils seront là. Après eux, vous allez trouver ce que nous appelons le Brain Trust, think tank, c'est-à-dire les experts des différents domaines, etc., qui seront là dans une sorte de chambre. Vous allez trouver là
la maison africaine, la maison congolaise. Là où on va former nos enfants, nos filles, nos mamans, pour qu'elles redeviennent cette femme mère, cette femme sœur, cette aide assortie, cette gardienne des flammes sacrées. Pourquoi ça? Puisque on dit une société où on forme la femme, on éduque bien la femme, on a éduqué toute une société. Quand on éduque un homme, on éduque un individu. Vous trouverez cette institution, parmi ces institutions-là, hein, et tant d'autres institutions, hein, les leaders des différentes catégories, différentes couches de notre société. Si ces institutions-là ne donnent pas leur aval pour une loi qui pourra même être décidée au Parlement, au Sénat, ou qui viendra du gouvernement, si ces institutions-là qui existeront entre le chef de l'État et ces institutions-là, si ces institutions-là ne donnent pas leur aval, le président de la République ne doit pas signer. Ça ne pourra pas être exécuté. Pasteur Bobo, docteur, c'est magnifique. Mes amis, il ne s'agit pas ici, ce que le docteur est en train de vous dire, j'ai poussé exprès le docteur à faire ressortir cela, parce que la constitution de l'État doit tenir compte de la vision, de la cosmogonie, du paradigme africain. Nous ne sommes pas dans un paradigme matérialiste où l'existence se réduit à la rationalité ou à la consommation des biens et services. Nous sommes au-delà de ça, comme a toujours dit le docteur, il y a une dimension timotique. Mais s'il y a une dimension timotique, il faudrait que cette dimension soit intégrée dans les institutions qui constituent l'État. Et le docteur vient d'en citer 3, qui me réjouit énormément, docteur. La chambre de la sagesse, où on retrouve les chefs coutumiers, les chefs des terres, les gardiens des traditions et de la spiritualité. La chambre des experts dans différents domaines, parce que quand on va établir des lois, quand on va faire des lois, on doit légiférer, il faut que ça passe par des experts formés. Et la chambre de la femme africaine, où on va former une femme dans la vision de la cosmogonie africaine, et ces 3 institutions vont travailler avec la présidence de la République dans l'exécution des actes qui seront élaborés. Eh bien ça, docteur, je ne peux que dire Ingeta. Je vous appuie et je demande à notre population de comprendre à travers ces discours qu'il ne s'agit pas d'une alternative du pouvoir, mais c'est une alternative civilisationnelle. C'est un changement qui sera bénéfique pour le Congo, pour l'Afrique et pour le monde. Et voici venu le temps où nous devons nous inscrire dans ces contextes-là. Et j'ai trouvé un homme qui porte cette vision. Donc voilà, je vous en prie, docteur, vous pouvez continuer. Mais pour moi, je suis, excusez-moi d'être excité, parce que ça rencontre mes préoccupations. Parce que, vous savez, si c'est pour aller au Congo pour manger les fous, moi je les mange ici. Si c'est aller au Congo pour, je ne sais pas moi, créer des piscines, on a des piscines ici, je peux nager ici. Mais nous allons au Congo parce que nous comprenons que nous sommes un peuple qui est coupé de sa connexion spirituelle, qui est coupé de son histoire, et nous devons fonder un État, j'ai rejoint les docteurs, des droits démocratiques dans la compréhension de la cosmogonie africaine. Ingeta, docteur, vous pouvez poursuivre votre mission. Ekumani, ce que j'ai dit là, ce n'est pas une simple vue d'esprit. Hein. Vous savez, quand j'ai dit à mes amis, à tous ceux que je raconte, que
quand je suis sorti du laboratoire de KU Leuven, la faculté de médecine de KU Leuven, au moment de la défense de ma thèse PhD, j'étais devenu plus croyant que quand j'étais entré. Et certains ne me comprennent pas. Non, il faut avoir le regard spirituel sur le monde, sur la réalité. Et voir au niveau de la société africaine comment ce regard spirituel s'est concrétisé. Pourquoi nos ancêtres qui sont allés en Égypte ont apporté ces messages éternels qui ont transformé la face du monde. Et ces messages nous reviennent falsifiés et nous sommes en train de copier des copies falsifiées. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça. J'ai passé mon temps à réfléchir. Et je demande vraiment à nos compatriotes de réfléchir. Pourquoi est-ce que la RDC est au cœur de l'Afrique? Ce cœur noble et généreux de l'Afrique. Pourquoi est-ce que les premiers pharaons sont partis de ce cœur noble et généreux de l'Afrique? Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun autre pays au monde qui est aussi riche ou plus riche que la RDC? Est-ce que Dieu ne nous a pas donné une mission, une vocation d'apporter ce que nous appelons la culture du progrès, la civilisation du 3e millénaire? Est-ce que nous devons être des suiveurs serviles de ce que les autres ont même trouvé comme un échec? Vous savez qu'ici en Occident, il y a des livres comme celui-ci. Voici comment finissent les démocraties. Les pathologies de la démocratie. Mais non! Une vraie social-démocratie, type africain, ne finit pas. Ça ne peut que s'améliorer et changer la face du monde. Mais il y a des livres publiés par des Occidentaux. L'homme unidimensionnel de Herbert Marcuse, c'est un Américain qui a écrit cela. Donc, le monde attend de nous quelque chose. Nos peuples attendent de nous quelque chose. Et nous devons être à la hauteur. Nous devons répondre présent à ce rendez-vous. Mes frères, mes chers compatriotes, j'aimerais ajouter à ce que le docteur vient de dire. Vous savez, quand je le suis, il est habité par cette vision. Il est important que les précurseurs de cette civilisation du 3e millénaire les comprennent et qu'ils habitent cette vision. Qu'eux-mêmes soient réconciliés, comme je le vois les docteurs, avec leur histoire, avec notre histoire. Il ne s'agit pas de faire un retour à l'histoire, mais il s'agit de voir, d'ailleurs chez les Balouba, Montou, un homme intelligent, un homme sage, réconcilié avec son histoire, qui se pose dans la société pour un progrès, que disaient les docteurs, j'ai oublié les termes, mais j'ai aimé ça, un progrès par sédimentation. C'est ça. Un progrès par sédimentation. C'est ça. Voyez, donc aujourd'hui, observez la classe politique. Il ne s'agit pas de faire des critiques, mais quand on observe ces jeunes gens qui sont à la basse-cour, votez-moi, votez ceci, il a fait ceci, se met des coups bas entre eux. Comment avec des individus, je pèse mes mots, pas des personnes humaines, des individus pareils, on peut aboutir à quelque chose? On ne peut pas aboutir à quelque chose avec des... Ils sont en train, ils frisent la trahison. Je suis généreux quand je dis ils frisent la trahison, mais ils sont en pleine trahison. Avec le pouvoir de l'extérieur, le pouvoir de la prédation. Non, on doit s'inscrire dans la logique du progrès. On doit s'inscrire... Voilà pourquoi, docteur, moi je vous encourage à être les leaders de force du progrès au Congo. Pour rassembler toutes ces énergies-là. Pour que nous puissions mettre notre pays sur les rails du progrès. Oui, mais Koumani, les forces du progrès dont nous parlons là,
sont au-delà de tous les clivages. Au-delà de tous les clivages partisans, hein, ils viennent des différents partis politiques, au-delà des clivages désorganisés. Il y en a qui habitent le pays, il y en a qui habitent la diaspora. On les a suivis petit à petit, discrètement. On a vu les hommes par leurs paroles, leurs actes, qui sont habités par cette vision, qui ont intériorisé cette vision. Ils sont dans toutes les catégories, toutes les couches de la société. Vous les trouvez, comme j'ai dit, parmi les chefs des terres, les chefs coutumiers. C'est pour ça que j'ai de l'espoir, malgré l'amertume, la tristesse, la déception que j'ai quand je regarde la fameuse, les fameux leaders de ce qu'on appelle au Congo l'opposition. Ils ont trahi. Personne d'eux ne dénonce l'occupation de notre pays. Personne. Donc, j'ai cité donc, les chefs des terres. Ceux-là nous réconcilient avec le pouvoir ancestral. Cela reflète, représente réellement les aspirations profondes et légitimes de notre peuple. Ils sont parmi les milieux universitaires, parmi les étudiants, les mouvements féminins, parmi les enseignants, parmi les commerçants, parmi les agriculteurs, parmi les paysans. Ils sont dans toutes les couches. Nous les avons détectés. Et nous avons dit, voilà les hommes avec qui nous saurons construire la société de demain. Ils sont là. Mais on ne peut pas les exposer maintenant. Il faut que certains, comme nous autres, nous soyons visibles. Mais nous sommes la partie visible de l'iceberg. On ne peut pas les exposer puisque le pouvoir d'occupation qui est là, et les complices, les traîtres qui sont là, si ils les détectent, ils les identifient, ils vont leur faire du mal. Merci. Nous laissons la place peut-être au pasteur Bobo pour des questions ciblées. Comme ça, on pourra, à ce moment, le docteur pourra répondre, à moins que le docteur a quelque chose à dire pour la conclusion, parce qu'il me semble que nous sommes après d'une heure. Oui, pasteur. Est-ce qu'on peut ajouter encore quelque chose? Vous savez, pourquoi est-ce qu'on dit que le pouvoir du dirigeant doit être limité et il faut la séparation du pouvoir. Limité par quoi? C'est par cette crainte de Dieu. On dit en latin « initium sapientiae timor domini ». Le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Il a... C'est un citoyen. C'est quelqu'un qui a une conscience aiguë d'appartenir à une collectivité politique, locale, régionale, nationale, vers laquelle il a des devoirs, des droits et des responsabilités. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut utiliser comme un instrument, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut traiter de n'importe quelle façon, tuer, etc. Vous voyez, donc, et là, le pouvoir doit être limité par le respect des libertés et des droits de l'homme et par les lois qui explicitent ces libertés et ces droits. Le pouvoir doit être séparé. Les pouvoirs ne peuvent pas être dans les mains d'un seul individu. Il faut, dans la société,
l'initiation, comme ça se faisait donc, du temps de nos ancêtres, initier les jeunes à cette sagesse, l'initiation, le débat démocratique, la participation du peuple à la gestion, à la compréhension de ce qui se passe, etc. Donc c'est toute cette armature qui va montrer qu'on est en présence d'une société de progrès, non seulement pour le peuple congolais, non seulement pour le peuple de la région des Grands Lacs, l'Afrique, mais pour l'humanité tout entière. Nous sommes à la fin, vous les avez suivis en tout cas. Tout ce que ça va, c'était extraordinaire. Mais qu'est-ce que vous avez avec le Ndala ou la française, je ne sais pas. Est-ce que ils ont utopité, maman ils ont un rêve, ils ont réalisable dans le monde de la et comment nous dit? Maintenant, nous avons pasteur Bobo, il y a côté de Motuna Wana. Ils ont utopité. Nous avons conclure. Où la famille. Famille, ils ont un papa, ils ont une maman, ils ont un bana. Biso zaka famille, to sali famille, c'est comme atome, bana bazo kola, na sagesse ya papa, na bolingo ya maman, na discipline, bana bazo kola malamu, loyi ba komi ba adulte responsable. Mais botala na Occident famille za sunatina te. Papa na maman, ekomi ko wela na mbongo, ils ont sous question famille te. Ayo sakani boye, aujourd'hui 500 mètres. Bana ba telengani tout monde nango awa. Est-ce que civilisation oyo eza sous famille? Tout ça la civilisation ya famille. Civilisation oyo ba loi ekozala na bosembo oyo ekotalisa valeur ya libota oyo eza seli ya nation oyo bana ba kozala na ba droit ya kotanga malamu ya ko se réconcilier na histoire na bango. Eloko wana biso africain tozalaka nango. Toye ko bebande parce que to copier bi copia. Na pesi exemple ya famille parce que bato nyos ba ko se retrouver bato nyos ba mona que famille est détruite. Les loko mona rares sont des gens qui parlent na babana na bango na balanga bamboka na biso. Mais balanga bamboka na biso ça ko se réconcilier biso na histoire na biso. Donc c'est possible et osons le faire. Osons le faire parce que c'est une opportunité tant que sala yango toko tiango na kati Afrique centrale tale sikani ni mondela ko banda ko réfléchir à bino. Dans sa civilisation ma bendeki docteur le besoin ba livre mususu sikoyo bango mo ba komi ko mona ke bazo kende vers l'impasse pour ani ko copier loko yo et sika yango e outie comme une impasse bilo bo copier yango non to conjuguer before na ba nero na biso pour tout ça la civilisation où il ko garantir libota et ko garantir progrès ya ba na biso progrès ma bota na biso tale sika nini et sengo ezoma na kati ya mokili tout ce docteur pour la est-ce que là sur la question est-ce que c'est réaliste utopie civilisation civilisation na discours la bino elengi qui toko lokola miel qui toko penza mais ezebe mamu kosuka mokilo tabandeki na bino na Australie mindele baya ba bo ma ba tout monde nyonso le comment mboka mindele penza bino mobi civilisation mo kosukumbela biso ya sika est-ce que tout le monde moi je minimiser impact il y a un message parce que quand je voyage beaucoup bien avec Ndaka na kutona batu penza bato na ogondi baté balanda bino penza solo je crois même peut même ba on politique bien balanda bino bien na Congo bazolo na bino mais ba on retourne la question c'est ça il comment tu conseilles to code sango penza la carte ba constitution bon le fond na ta mibeko la mboko la biso na ba influence ya occidentaux mindele na plus ma docteur pour la au succès bino. Non, pasteur, utopie dans le sens de irréalisable. Pasteur, demande des alliés. Sauf il y a peuple nabiso na mokili mobimba demande à des alliés. Bazozela. Et puis bato bazali oyo bazana makanisi andenge wana bazali atawa na poto bazali
je révèle ici que j'ai été au Congrès américain avec ce même discours. J'ai été dans certains pays africains avec ce même message, avec ce même discours. Et les gens ont applaudi. Ceux qui m'ont reçu ont applaudi, ils ont dit, voilà, voilà ce qu'on attendait, voilà ce que le monde, y compris parmi les hommes politiques et leaders politiques. Bato bazali, bazakuna namboka, na ba province nyonswana bazali, na ba parti politique nyonswana bazali, na organisation ya société civile wana bazali, awana poto bazali. Donc, c'est déjà un pas en plus, puisque ce n'est pas un homme isolé, deux hommes isolés qui sont habités par cet idéal-là. Bato bazali, bazali bingi, mais ils sont calmes. Et ata awana poto bazali, tout ça qu'on négocie na bango. Hein, je révèle quelque chose là que beaucoup de gens ne savent pas. Et nous sommes très avancés. C'est pour ça que j'ai ajouté en disant, j'ai la tristesse, l'amertume, la déception. Je vous ai dit à la fin, mais j'ai l'espoir. Pourquoi? Puisque na mobembo yotoza kosala na ba conférence yotoza kopesa enfin tinakati ya bamindele les hommes de progrès existent. Donc ce n'est pas l'utopie, pasteur. Et pour le moment, vous pouvez dire non, le grand nombre. Et je vous donne l'exemple de Deng Xiaoping. Il avait commencé seul, au sein du système même, avec Mao très fort. Il a été renvoyé plusieurs fois en province pour la rééducation. Et Deng Xiaoping a gagné. C'est lui qui a ouvert la Chine à l'économie du marché, qui a envoyé plus de 400 000 étudiants chinois dans le monde. Et son œuvre n'a été reconnue que quand il avait 75 ans. Regardez Mandela, que Claude Allègre appelle la sagesse africaine personnifiée. Mais Mandela s'était désolidarisé même des autres leaders de l'ANC qui ne voulaient pas entendre parler de l'idéal multiracial. Mandela s'est même désolidarisé de Robert Sobukwe, le créateur, le fondateur de PAC, Pan-African Congress. On passe par les armes. Et ici à l'extérieur, tout le monde le rejetait quand il est arrivé. Non, votre parti est divisé, etc. Mais il a trouvé une oreille attentive en Suède, en Algérie, en Norvège, en Libye. Et à la Havane chez Fidel Castro. Et où est-ce que nous sommes? Quand il a gagné, il a associé tout le monde. Gorbatchev a commencé ce travail dès l'intérieur même. Ce travail n'est pas fait seulement par nous. Il faut compter sur l'amour infini du Très-Haut. Merci beaucoup. C'était votre mot de la fin, l'amour infini du Très-Haut. On pourra se voir prochainement. Pourquoi pas un jour par des conférences aussi, des conférences avec Ekomali et Dr Poula. Merci. À la prochaine. Au revoir. Au revoir et merci.